Vont-ils être aussi bons pour nous parler du bassin du Lez? Je suis pas sûr. Hein. Frédéric Grelot et Patricia Liznard. Liznard, pardon. C'est Lixnar, d'accord. Alors moi qui râle pour la mauvaise prononciation de mon nom, c'est vrai? Bah moi aussi. C'est à vous. Bah, je sais pas en plus parce que j'ai pas mis de jeans ce matin, ça commence mal. Ça commence mal, mauvais indicateur, oui. Donc nous, on va parler de choses qui ont lieu sur le bassin du Lez. Et comme on les derniers à parler, on va parler que de choses plutôt négatives, donc de bactéries, d'inondations, etc., etc. Et en plus, j'avais préparé une petite façon d'introduire les choses pour vous dire qu'il fallait pas se fier à ma barbe blanche qui blanchit beaucoup, qu'on était les plus jeunes, mais il y a Maëlys qui est passée juste avant, donc ça marche pas. Pourquoi je voulais dire qu'on était les plus jeunes? C'est parce que dans les systèmes d'observation, là, dans nos observatoires, je pense que nos deux observatoires, ils sont vraiment jeunes. Donc, celui que je porte, il a commencé en 2020. Je pense que le tien, c'est à peu près pareil. Et donc, il y avait un côté gageur, d'ailleurs, de parler de choses en lien avec le changement climatique, avec des observatoires qui étaient aussi... et je confirme qu'on voit rien du tout, là. C'est vraiment hyper compliqué. Donc, c'est une gageure de parler un peu de changement climatique, d'essayer de voir des choses sur le changement climatique avec des observations qui ont lieu depuis si peu de temps. Mais je vais quand même vous parler de mon observatoire. Donc, vous allez nous parler de quoi, en fait? D'impact des inondations et d'adaptation aux inondations. Donc, nous, on travaille déjà sur un territoire qui est un peu plus large que juste le bassin du Lez. Donc, c'est un territoire qui est autour de Montpellier. Et c'est un territoire qui nous intéresse parce qu'il est concerné par des inondations de différents types. Ça peut être des inondations de débordement, donc par exemple débordement du Lez. Ça peut être des inondations de type ruissellement. Ça peut être des inondations qui sont liées à des submersions marines. Et le travail qu'on fait, on essaie de le mener donc, sur tout le territoire. Ça a un peu moins de 80 communes. Et il y a plusieurs bassins versants. Donc il y a les bassins versants, Lez, Mosson, et aussi tout ce qui va se jeter dans le bassin de l'Or, donc à l'est du territoire. Alors parmi ce qu'on fait, j'ai choisi de me concentrer juste sur un aspect, les choses qui sont liées aux adaptations qu'on peut voir en lien avec les inondations, et pas sur le côté impact en fait des inondations, donc d'essayer de documenter quelles sont les conséquences négatives que peuvent avoir ces événements. Alors, ce côté impact, ça me permet de faire un petit lien avec le changement climatique, notamment, donc nous, on est forcément là, moi je suis ingénieur, chercheur en économie, donc on parle d'impact, on va penser directement aux assurances, etc. Les assurances, elles se posent beaucoup de questions sur ce qui va se passer en termes de risques naturels, et notamment sur les inondations. Donc là, je vous ai mis un tableau d'une étude qui est sortie il y a une ou deux journées, donc de la Caisse centrale de réassurance, qui pilote un petit peu le système d'assurance en France pour savoir s'il est tenable ou pas, le système d'assurance des risques naturels. Et donc, dans leur étude qui vient juste de sortir, ils essayent d'analyser un petit peu ce que veut dire le changement climatique par rapport aux aléas d'inondation en particulier, et ils distinguent trois types de risques. Ça tombe bien, hein, c'est un peu comme ça que je vous ai structuré les choses. Submersion marine, il n'y a rien dans le tableau, débordement et ruissellement. Et donc en fait, là, dans les anticipations qu'ils voient sur le côté climat, il semblerait que c'est plus sur la partie ruissellement qu'il faut s'attendre à des effets d'intensification des dommages de la sinistralité liés aux inondations. Donc ça, c'est un petit peu le contexte qui est là pour nous, dont on essaye de tenir compte. Et aussi, dans leurs documents, les assureurs mettent en avant que c'est super important que les politiques publiques de gestion des inondations continuent à avoir lieu, parce qu'elles permettent en fait en partie d'atténuer ces impacts à venir. Si elles n'avaient pas été mises en place, eh ben, on aurait des effets encore plus forts quand on se projette au temps dans lesquels ils se projettent, donc en 2050. Alors ça me permet de faire un lien un petit peu avec le territoire sur le côté adaptation. Donc nous, dans notre observatoire, je pense qu'on a aussi la particularité de travailler énormément avec les acteurs du territoire. Donc il y a une partie des financements qu'on a qui viennent des gestionnaires des inondations sur le territoire. Et ces gestionnaires des inondations, ils portent plusieurs politiques, et notamment des politiques en lien avec l'adaptation. Donc l'adaptation, je vous ai mis un petit schéma là, en haut, à droite d'une maison. Donc ces politiques d'adaptation, ça peut être d'essayer de
de transformer des habitations, des bâtiments existants, pour faire en sorte que si jamais une inondation se produit, quelle que soit sa nature, les conséquences soient moins importantes. Donc il y a plein d'actions qu'on peut imaginer à mettre en place. Donc il y en a qui cherchent à faire en sorte que, c'est les plus importantes, cherchent à faire en sorte que ces bâtiments restent sûrs pour les personnes qui habitent, même quand il y a une inondation, et un certain nombre d'actions qui vont chercher à diminuer en fait les conséquences d'une inondation sur un bâtiment, en empêchant l'eau de rentrer, ou alors en faisant en sorte que même si l'eau elle rentre, les dommages soient moins importants. Donc ça, c'est des politiques qui, pour le moment, il y a des politiques d'incitation pour aider, inciter en fait les habitants, les agriculteurs, les entrepreneurs à mettre en place ce genre d'adaptation, notamment sur des bâtiments qui sont déjà existants et qui s'avèrent être exposés aux inondations. Donc, je vous ai mis une petite carte qui vous montre en fait qu'il y a 3 programmes à l'heure actuelle, donc sur les différents bassins versants. Donc, il y en a un sur le Lez qui s'appelle. Alors, les programmes, ils ont comme un estampillé à l'abri. On se met à l'abri des inondations. Donc, il y a Lez à l'abri qui est sur le bassin versant du Lez, Or à l'abri qui est plutôt sur le bassin de l'Or, et aussi un programme qui n'est pas encore complètement effectif, que la métropole cherche à mettre en place. Donc, au départ sur Montpellier et Villeneuve-les-Maglones, qui s'appelle Ruisselle à l'abri. Donc ça, c'est un petit peu de contexte autour de nos travaux et qui me permettent d'arriver à un lien avec des choses qu'on fait. Alors nous, en parallèle de ça, et on va dire en complément de ce genre de choses, on mène des observations qui cherchent à caractériser dans quelle mesure les bâtiments qui existent sur le territoire qu'on regarde sont équipés ou pas équipés pour résister un petit peu à ces inondations. Alors quand on fait ça, donc dans notre protocole, il ne nous permet pas, donc on essaye de regarder tous les équipements du territoire. Donc je vous ai mis à peu près le nombre d'adresses, non je ne l'ai pas mis, je vous ai dit qu'on avait déjà regardé 22 000 adresses et ça correspond à 12% du total, ça fait à peu près donc 200 000 adresses à observer sur tout notre territoire. Et vous voyez bien que 200 000 adresses à observer, on a fait un protocole qui va nous permettre que de voir des choses qui sont visibles assez facilement en fait, depuis l'espace public. Donc là, on a l'objectif de regarder tout ça. Et quand on regarde un petit peu les premiers résultats qu'on peut avoir, donc je vous ai fait un zoom sur ce qui se passait sur Montpellier. Donc les petits points, quand ils sont... chaque petit point correspond à une adresse où il y a un bâtiment. Donc quand les petits points sont gris, c'est des endroits où on n'a pas encore été faire des observations. Quand les points ils sont roses, c'est des endroits qui sont dans les zones réglementées à l'heure actuelle pour les inondations par l'État, qu'on n'a pas encore été observés. Quand les points sont rouges foncés, c'est des points qui sont dans ces zones réglementées, mais on a été faire des observations et il n'y a pas d'équipement visible d'adaptation aux inondations. Donc il y a aussi quelques petits points bleus que vous pouvez voir là. Donc là, c'est des zones, c'est des bâtiments qui sont dans les zones réglementées où on voit des adaptations. Et après, donc toute la partie au centre, vous voyez des points gris foncés. Donc c'est des points qui ne sont pas considérés, des adresses qui ne sont pas dans les zones réglementées, où on a été voir et on n'a pas vu d'observation. Et après, il y a tous les points verts. Donc les points verts, c'est des points qui ne sont pas dans les zones réglementées, où on a été faire des observations et qui sont adaptés. Enfin, il y a des signes d'adaptation aux inondations. Donc nous, ce qu'on voit déjà, c'est que par rapport à l'état actuel de présentation de connaissances des inondations, il y a un décalage sur certains territoires entre les endroits où il y a des adaptations et les endroits qui sont ciblés comme étant exposés aux inondations. Et aussi que, contrairement à ce que s'imagine ou les présupposés que peuvent avoir les porteurs des politiques publiques, il y a des adaptations qui ont existé quand même en assez grand nombre dans des parties du territoire et qui n'ont pas eu besoin de toutes ces politiques d'incitation pour aider les gens à aller vers l'adaptation. Alors, ça, pour nous, c'est pareil, on est jeunes, on est en train de construire, donc ça, c'est un point d'entrée, et ensuite, on veut faire un lien avec le comportement, parce que ces dispositifs qu'on regarde, donc vous avez un exemple de photo en haut, donc typiquement, ça peut être, alors je vais supposer que vous savez ce que c'est, les bâtardeaux, donc les espèces de planches qu'on peut mettre à l'entrée des habitations, ou alors, voilà, il y a des photos qu'on met pour empêcher l'eau de rentrer, donc il peut y avoir des rails. Donc là aussi, on a tout qu'on a commencé à faire, et du coup, d'ailleurs, on l'a fait avec l'épisode qui n'a pas eu lieu, mais on a quand même été voir, parce qu'il y a eu une alerte de vigilance, d'aller vérifier donc, sur les points verts, de voir si les personnes
ont décidé, là où c'était équipé, de mettre ou de ne pas mettre leur planche, de regarder s'il y a eu un comportement lié à tous ces actes de vigilance. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre en cours. Là, pour le coup, je peux juste vous dire qu'on fait ça. Je n'ai pas de résultat particulier à vous montrer. Et pour compléter les choses aussi, donc, comme je vous l'ai dit au départ, là, c'est une façon d'observer les choses où on ne peut voir que des choses visibles, mais il y a plein d'adaptations qui sont en fait invisibles par rapport à notre protocole. Et en complément de ce que je vous montre, on a un travail où on va plus dans le détail avec des habitants qu'on a identifiés, une trentaine, et on essaie de comprendre vraiment beaucoup plus finement ce qu'ils ont mis en place, même à l'intérieur de leur maison, pourquoi ils l'ont mis en place, etc. etc., etc. Donc là, c'est le petit slide pour introduire Patricia. Donc, pareil, donc on est jeune. Quand on a monté un petit peu notre observatoire, on s'est demandé dans quelle mesure on pouvait travailler donc, avec d'autres personnes pour ne pas rester sur notre paillasse en silo, là, derrière notre petit truc blanc. Et donc, on a notamment été voir d'autres personnes d'hydrosciences, d'essayer de comprendre aussi ces démarches d'observatoire qu'il pouvait y avoir sur le territoire et voir les potentiels qu'il y avait. Et là, alors c'est complètement en construction parce que de toute façon, ces observatoires sont tous en construction, donc les interactions le sont forcément. Et donc là, nous, ce qu'on ressent, c'est qu'au niveau potentiel, il y a un potentiel d'interaction assez fort donc avec Observille et Rabelaise, notamment parce qu'on est sur le même genre de phénomène au départ qu'on veut observer de façon différente. On se demande d'ailleurs s'il n'y aurait pas moyen peut-être d'inverser des fois les chaînes de conséquences, partir des inondations vers les conséquences, vers les impacts, peut-être se servir des impacts pour caractériser aussi ce qui se passe au niveau inondation. Donc c'est des choses qu'on se pose aussi. Et ensuite, par rapport à ce que Patricia va vous dire aussi juste après, c'est d'essayer de trouver des moyens de faire des liens entre regarder ce qui se passe au niveau des bactéries et voir s'il peut y avoir des liens en termes d'impact sanitaire sur les populations. Mais là, on est vraiment dans des choses assez prospectives. Patricia, c'est à vous, je crois. Merci. Donc, Patricia Lixner, je suis enseignant-chercheur en microbiologie et je mène mes recherches donc, à l'interface santé-environnement avec la problématique particulière de l'antibiorésistance. Alors, quelques éléments de contexte. Donc, l'antibiorésistance, vous savez certainement tous que ça correspond au phénomène suivant. Donc, les bactéries deviennent résistantes et quand elles sont multirésistantes, voire hautement résistantes, en fait, ça pose une problématique thérapeutique. Donc on peut se retrouver face à des impasses et voilà, on n'a plus moyen de soigner des infections liées à ces bactéries. Alors d'où vient cette antibiorésistance ? C'est surtout lié à mésusage et un surusage des antibiotiques. Et donc aujourd'hui, antibiotiques en santé humaine en particulier, mais pas que. Aujourd'hui, quand on veut aborder la problématique de l'antibiorésistance, il ne faut plus l'aborder sur le seul prisme de la santé humaine, mais la voir dans sa globalité. Donc c'est le concept One Health, une santé, dont on a beaucoup entendu parler. Et donc on s'intéresse à la santé humaine, la santé vétérinaire, et il faut prendre en compte aussi la composante environnement. Et cette composante environnement, elle est souvent négligée. On sait aujourd'hui que si on utilise moins d'antibiotiques en vétérinaire, on a des conséquences en santé. On voit qu'il y a moins de résistance chez l'homme. Mais par contre, considérer l'environnement dans ce cycle épidémiologique de l'antibiorésistance, c'est souvent négligé. Et donc nous, on s'est intéressé à ce cycle, à cette composante environnementale de l'antibiorésistance, dans le bassin versant du Lez. Alors pourquoi le choix de ce territoire ? Parce que c'est un territoire qui est très disparate, qui nous donne vraiment plein de terrains d'études très contrastés. Donc le Lez, il prend sa source donc, au nord de Montpellier, dans un environnement karstique. Ensuite, il traverse la zone urbaine, donc forte démographie, il y a un CHU, il y a des activités de tourisme, etc. Et il va jusqu'aux zones littorales. Donc on a vraiment un territoire vraiment très riche pour cette étude. Voilà, donc première étude que l'on a menée sur ce territoire, c'est regarder l'antibiorésistance. Donc on regarde les bactéries résistantes, les gènes de résistance.
tout au long du continuum, de la source jusqu'à l'embouchure, en prenant en compte également certains effluents. Et on s'est rendu compte qu'on avait ce qu'on appelle des hotspots d'émergence de l'antibiorésistance, c'est-à-dire des lieux sur lesquels on avait plus de gènes de résistance, plus de bactéries résistantes. Et ensuite, à côté de cette étude territoriale, on a fait des études pour savoir s'il y avait des conditions d'émergence. Et on a suivi l'antibiorésistance pendant une crue, donc avant les pluies, pendant les pluies et jusqu'au lendemain. Et là aussi, on a vu que pendant la pluie, il y avait une augmentation d'antibiorésistance. Alors d'où viennent ces bactéries résistantes ? D'où viennent ces gènes ? Il y a plusieurs hypothèses. Ça peut être lié à un lessivage des sols, ça peut être lié aux eaux usées qui se déversent dans les eaux du Verdanson. Donc ça reste à étudier. Et au vu de ces résultats de hotspots ou de hot moments d'émergence, on est en train maintenant de mettre en place une étude avec Camille Favier qui commence sa thèse. On a choisi certains points et on va les suivre vraiment de façon beaucoup plus régulière pour voir si effectivement il y a un impact des conditions hydroclimatiques sur cette antibiorésistance. Voilà, j'en ai fini. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, il faut rester tous là. Attention. Hein. Mesdames, Messieurs, y a-t-il des questions ? Oula. Bonjour. Bonjour, Flavie Cernesson, AgroParisTech, hydrologue, et je suis à l'UMR Tétis. Voilà, j'ai une question pour Patricia. Tu as fait un lien avec les crues et l'antibiorésistance. Apparemment, tu travailles sur le Verdanson. Et est-ce qu'il y a des liens qui peuvent être aussi marqués avec les périodes d'assec prononcées ? Eh bien, ça, on va le suivre avec le travail de thèse qui commence là. En fait, on a fait le choix. Cette thèse, ça va nous permettre de suivre au moins pendant un an, et j'espère qu'on va pérenniser ces actions d'observation. Pendant un an, tous les 15 jours, on va faire des prélèvements donc, au niveau du Verdanson, là où on a trouvé ce hotspot d'émergence. Également au niveau de la source du Lez, qui nous sert un petit peu de point de départ, de repère, parce que moins anthropisé que le Verdanson. Et voilà, on va suivre ça pendant un an, et justement, ça répondra peut-être à des questions. Voilà, la crue, ça a été, voilà, on a suivi, on a une dizaine de points de mesure pendant la crue. En période d'étiage, on a peu de données. Donc il y a une crue, il y a des bactéries résistantes, c'est ça ? On les oui. voit apparaître, mais pourquoi ? Vous citiez la pollution tout à l'heure, il y a un lien ? Alors, il y a un lien. Alors, soit c'est des bactéries qui sont... alors, il y a beaucoup de bactéries qui sont naturellement résistantes et donc qui n'ont pas d'impact sur la santé humaine. Mais par contre, si ces bactéries naturellement résistantes rencontrent des bactéries humaines, elles peuvent leur transmettre leur résistance et à ce moment-là, ça devient problématique. Après, pourquoi il y a plus de résistance ? Il y a aussi... Voilà, les pressions anthropiques peuvent favoriser ce transfert de résistance entre bactéries environnementales, bactéries humaines. Et ces pressions anthropiques, ça peut être la présence d'antibiotiques, oui, certainement, mais pas que. Il y a aussi d'autres produits, des pesticides ou autres, ou des métaux lourds, des métaux qui peuvent favoriser ces transferts de résistance. Donc là aussi, on a la chance d'être un laboratoire pluridisciplinaire. Donc, en plus de faire des analyses microbio, on fait des analyses de chimie de l'eau pour voir s'il y a des facteurs comme ça qui peuvent expliquer l'émergence. Messieurs, dames. Oui, question là-haut. Bonjour. Bonjour, Thierry Boulinier, Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Merci beaucoup pour cet exposé. Je me disais que quand vous parliez des facteurs qui pouvaient affecter la présence de bactéries, j'imagine une dimension spatiale est importante avec certaines sources à certains endroits et moins à d'autres. Comment est-ce que vous arrivez à mettre en place ces plans d'échantillonnage pour prendre ça en compte et en plus avec la dimension crue ?
C'est difficile. C'est difficile parce qu'en fait, c'est difficile parce qu'on ne sait pas quels sont les facteurs vraiment qui influent. Donc, quels sont les facteurs à rechercher en particulier, on ne sait pas trop. Donc, c'est pour ça que la première étape, ça a été de faire des points. On avait 16 de mémoire, 16 ou 18, je ne sais plus. 16 points le long du continuum, de la source jusqu'à l'embouchure, pour essayer de détecter, faire à la fois la chimie, une chimie assez poussée, et la microbio pour essayer de détecter voilà, un signal, un facteur qui puisse expliquer cette antibiorésistance. Mais c'est difficile de savoir quels sont les contributeurs, quelles activités contribuent à quelle pollution. Voilà, c'est compliqué. Est-ce que c'est un signal qui intéresse l'ARS, par exemple, le ministère de la Santé? Non. Ah. Parce qu'on pourrait imaginer... L'ANSES, je ne sais pas, peut-être, mais... Pour l'instant, il ne contribue pas à nos... On pourrait imaginer que ce soit un indicateur qui pousse les élus à faire un plan de prévention des risques d'inondation, ça. L'environnement, c'est encore... voilà, c'est trop loin de l'homme. On a du mal à... Là, ça touche la santé directement, la mine de rien. Oui, mais on va nous dire qu'il y a peu d'exposition. Et voilà. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on est en train de voir, d'étudier, de mettre en lumière. Est-ce que la présence de bactéries antibiorésistantes dans l'eau peut... Est-ce que c'est vraiment une menace pour l'homme ou est-ce que la menace, elle est ailleurs, elle est dans notre tube digestif, certainement. Donc voilà, ça c'est en cours. Bon, en tout Mais cas, souvent, on nous objecte ça, on nous dit, voilà, il y a des bactéries résistantes dans l'eau, quel est l'impact sur l'homme? Voilà, tant que ce n'est pas dans notre verre. Oui, c'est sûr. Mesdames, Messieurs. Oui. J'avais juste une question qui va dans le même sens, mais aussi, il y avait aussi la question de l'impact sur la faune, notamment les poissons qui vivent dans ces eaux-là. Ah oui, bien sûr. Est-ce que vous regardez ça ou pas? Oui, alors ça on le regarde, pas sur ce site-là, mais effectivement on a une collaboration avec Brest où ils veulent regarder s'il y a un cycle entre des bactéries qui sont résistantes dans l'eau, qui contamineraient des palourdes qui, elles, seraient mangées par des dorades. Et puis la dorade, elle finit dans notre assiette. Donc on est en train de regarder s'il y a une transmission dans la chaîne trophique de ces résistances. Ça rejoint la thèse en 180 secondes d'Hugo Benoît qu'il va nous présenter tout à l'heure. Voilà, qui parle d'un autre... Il n'y avait pas de question pour Monsieur Grelot? Non, c'est pas grave. Qui part tout chiffon, chafouin. Non? Vous êtes content? Ça me dérange pas. Il y a une question. Oui, merci. Toujours Juliette de l'OREM, je précise, pour Frédéric, justement. Pour le suivi, là, pour vos observations avec les 220 000 points, est-ce que vous avez pensé à faire de l'observation citoyenne, justement? Enfin, vous appuyez sur un réseau citoyen pour faire toutes ces observations? Dans le principe, je pense qu'on y a pensé, entre guillemets. Là, on est au niveau de la façon qu'on a eu de faire. On a développé, on le fait avec des outils qui pourront être assez facilement ensuite mis du côté observation citoyenne. On va dire qu'on est un peu dans une phase de test, dans le sens où on travaille beaucoup avec des étudiants qui nous aident à faire ça. Donc, on a fait un petit accord pour leur donner des sous et ils nous font les choses parce que c'est pas complètement intéressant. Et déjà, comme on cherche à comprendre dans quelle mesure travailler avec des étudiants qui font plein d'observations, on peut contrôler la qualité. Donc, toi, on est un petit peu là-dedans. Et ensuite, on a comme idée d'ouvrir un petit peu cet outil à ce que tu appelles de l'observation qui soit citoyenne où n'importe qui peut remplir. Après, sur l'observation citoyenne, il y a un petit truc qui nous embête, c'est que c'est vachement plus marrant de dire là j'ai vu quelque chose, il y a un dispositif, mais nous on veut aussi dire là j'ai rien vu. Donc on a du mal à imaginer que les gens soient super intéressés à faire de façon systématique toute une rue et dire là j'ai rien vu, là j'ai rien vu, là j'ai rien vu, là j'ai rien vu. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais dans notre tableau il y a plein de points noirs. Donc, on n'a rien vu. Donc là, tu vois, on pense que sur l'observation citoyenne, ça va nous permettre de voir en fait des endroits où c'est équipé. Effectivement, il y a des choses à aller voir, mais on sent bien qu'il va falloir qu'on complète nous pour regarder si, oui, il y a vraiment effectivement que là, à côté, il n'y a rien, on peut rien voir, etc. Donc, toi, il y a des
petites comme ça, des choses à caler en fait au niveau participation citoyenne. Mais ce que j'entends, Frédéric, vous dites que les gens sont équipés, mais ils sont équipés eux-mêmes. Ils n'ont pas attendu une collectivité, un État pour leur dire quoi faire. Là, dans les zones notamment qu'on monte sur Montpellier, c'est sûr, parce que de toute façon, il y a 0 programme à l'heure actuelle sur pas Montpellier. Un PPRI. Mais les PPRI, ouais, enfin si, il y a un PPRI, mais les PPRI, c'est là où il y a du rouge. Ouais. Et donc, tu vois, là où on a été observé, il n'y a pas de rouge. Donc en fait, là, on est dans des zones qui ne sont pas réglementées au sens plan de prévention des risques d'inondation. Mais les gens ont fait quand même à partir de quoi? C'est une mémoire familiale, une mémoire des inondations qui est restée. Ils sont allés chercher leurs Alors infos ailleurs. on peut pas donner des grandes explications générales. Nous, sur les personnes qu'on a été effectivement voir et essayer de comprendre, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est énormément lié à l'expérience qu'ils ont eue eux-mêmes de l'inondation. C'est-à-dire qu'en réaction à ce qui s'est passé, ils ont commencé à comprendre le problème, chercher des solutions. Il y a pu avoir une deuxième inondation qui fait que là, ils sont passés à l'acte et ils ont essayé de mettre en place des dispositifs qui leur semblaient répondre au problème. Parce que souvent, quand on regarde les choses, la vraie alternative, ça serait de déménager, de se dire « ça y est, je suis tranquille, je suis plus en zone inondable », mais il y a plein de choses qui font qu'on ne peut pas déménager, et les prêts, etc. On est un peu coincé sur l'endroit où on vit. Et donc, du coup, il y a une façon de... Nous, ce qu'on voit, c'est que c'est une façon de s'adapter, mais en même temps d'apprivoiser un petit peu ce qui peut se passer, de regagner un petit peu de contrôle sur l'événement. Après, sur ce qu'on voit, c'est des dispositifs qui peuvent être très très vieux. Donc là, du coup, il n'y a même plus les gens qui les ont mis en place, qui habitent sur le territoire. Donc d'aller comprendre pourquoi ils les ont mis en place, on n'en est pas capable là au tenter. Merci en tout cas, ça a une importance stratégique, hein, mine de rien.